Alors que le reste de la planète fait face au coronavirus, la vie s'écoule paisiblement à Wallis et Futuna. Ces 11 000 habitants vivent sans masque ni gestes barrières. Grâce à son isolement et un système anti-Covid presque parfait, les deux îles ont même réussi à établir une bulle sanitaire avec l'archipel français voisin, la Nouvelle-Calédonie. Sur ces deux territoires, les départs et arrivées de la métropole sont soumis à des contrôles. Une quatorzaine obligatoire, surveillée, permet de contenir le virus dans les sas hôteliers réquisitionnés. La vie sans Covid dure 1 an. Tout s'écroule le 6 mars 2021. Un premier cas local est détecté. L'île découvre que c'est un principal de collège très gravement infecté qui a consulté 3 fois avant d'être diagnostiqué positif au SRAS-CoV-2. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'archipel est mis sous cloche. La Calédonie aussi se confine et accuse Wallis. On attend de la part des autorités sanitaires de Wallis et Futuna qu'elles nous apportent ces réponses précises. On suppose que le caractère free de nos deux territoires n'a pas forcément incité les autorités sanitaires de Wallis et Futuna à faire le test PCR tout de suite. 2 semaines plus tard, le bilan s'alourdit. Plus de 200 contaminations, dont 15 médecins sur 18. L'hôpital est au bord de l'asphyxie, si bien que la réserve sanitaire est envoyée de Paris. Pourquoi ce système, qui avait pourtant si bien fonctionné, s'est soudainement écroulé? Y a-t-il eu des failles ou des défaillances? Les réponses officielles tombent 3 mois après la crise, dans une enquête épidémiologique menée par un expert indépendant du ministère de la Santé. 23 pages, 9 hypothèses de failles et une conclusion qui oriente la faute vers les sas hôteliers. Nous aussi avons nos hypothèses, car nous avons mené notre enquête. Et des failles, on en a trouvé, même dans le rapport officiel. Pour nous, il y a eu des ouvertures. Je vous le dis, il y a eu des manquements quelque part. Je ne jette pas la faute sur quelqu'un en particulier. C'est de notre faute à tous, membres du COMIS. Si le Covid est à Wallis aujourd'hui, c'est de notre faute. Pour comprendre les premières failles, il faut saisir les rouages du système anti-Covid, composé de 3 grands dispositifs, tous potentiellement suspects dans la fuite du virus. La COV, instance spécialement créée pour organiser les vols de métropole, 2 hôtels réquisitionnés pour la quatorzaine des voyageurs, et enfin, l'hôpital. Les premières brèches sont en début de chaîne, avant et pendant le voyage depuis Paris. Pour pouvoir embarquer, il faut un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les voyageurs entament ensuite un voyage ponctué d'escales. Une première au Japon, puis en Nouvelle-Calédonie, où le même avion embarque aussi des voyageurs en partance pour Wallis. La question qui se posait à chaque fois dans ces 72 heures, c'est que la personne, après le test, pouvait attraper le virus le temps de prendre l'avion pour rentrer sur Wallis. Donc il y avait déjà un risque potentiel que la personne qui a fait le test 72 heures avant puisse contracter le virus au retour. C'était une question qu'on avait posée à l'époque aussi, c'était de pouvoir faire que des vols rapatriement seulement pour ceux qui viennent de France, puisqu'il y avait un risque. Mais je pense qu'il y avait aussi une question de remplissage des avions, tout en respectant bien sûr les règles de distanciation. À même le tarmac, les voyageurs sont accueillis par les agents de la prévention, comme le veut le protocole. Pas de test PCR à l'arrivée. Le premier se fait à J+7 et en fin de quatorzaine. Les voyageurs entament alors un parcours sécurisé jusqu'aux autocars qui les emmènent
dans leurs sas respectifs. Des médecins nous ont confirmé la possibilité d'une petite brèche dans les bus. Mais les voyageurs, eux, révèlent une toute autre faille. Si on n'a pas assez de structure ici pour accueillir les personnes, une chambre pour un passager, je ne parle pas des couples, ils peuvent partager une chambre ou un studio, mais là je parle parce que en arrivant à Wallis, j'ai partagé le même studio avec un autre confrère prêtre. Donc depuis le début de mon arrivée, j'étais pas content de cette idée-là, de nous mettre ensemble dans une même chambre, dans un même studio. Et là, on était tous les deux testés positifs après une semaine. Qui est à l'origine? Est-ce que c'est moi ou est-ce que j'ai transféré à mon confrère ou c'est lui qui avait la maladie et qui m'a transféré? Le père Lié a fait partie des 53 passagers du dernier vol avant la crise, du 1er février. 53 personnes pour une capacité totale d'accueil de 30 chambres. Ce détail a attiré notre attention et nous a permis de repérer ce que plusieurs pensent être la faille originelle. L'idée du SAS, c'est l'isolement d'une personne sans symptômes pendant une durée supérieure à la durée où elle pourrait être contagieuse. Plus d'une personne par lieu augmente le risque. Dans une même famille, ce risque est minime, mais existe. Si l'on met des personnes étrangères dans la même pièce, ce risque augmente encore. Alors, pourquoi la COV a autorisé le retour d'autant de personnes, tout en sachant que l'hôpital n'est pas armé pour faire face au pire? Nous avons sollicité la direction du service logistique de la COV et nous l'avons rencontrée en présence d'un témoin. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons obtenu aucune interview. Alors, nous avons cherché ailleurs, toujours à la préfecture, et nous avons trouvé des éléments de réponse auprès d'une source anonyme que nous appellerons Julienne. L'objectif était de ramener le plus de monde possible pour éviter qu'un nombre trop important de personnes soit bloqué en France. Sachant qu'à cette période-là, il fallait rapatrier les enseignants et d'autres personnes bloquées depuis un certain temps. Les demandes étaient nombreuses et elles atteignaient la centaine pour un vol. Donc un résiduel pour le vol d'après qui fait effet boule de neige. Il y a eu un nombre considérable de fonctionnaires. Le chiffre exact est vérifiable par le comice. D'ailleurs, plusieurs rapports ont été communiqués par la COV dans ce sens. Pourquoi les avoir laissés partir, tout simplement? Alors, bien qu'il y ait eu un arrêté préfectoral, certains sont passés par la Calédonie et par la suite pour la France, ou ont tout simplement fait la demande auprès du préfet. Il faut tout de même préciser qu'aucun texte ne prévoit un contrôle des entrées et des sorties du territoire. La COV et le comice ne sont pas agréés pour mener des enquêtes approfondies sur ces demandes de départ du territoire. Est-ce qu'il y a déjà eu des écarts? Oui, on peut dire qu'il y a déjà eu des écarts, ou plutôt des passe-droits approuvés par certaines personnes importantes au sein du comice, de type priorisation et changement de dernière minute. Est-ce qu'il y a eu de l'interventionnisme dans le choix des personnes à rapatrier? Par exemple, est-ce qu'au dernier moment, vous rajoutiez des personnes en urgence? Et est-ce que vous étiez au courant? Je ne vous cache pas que c'était au tout début de la crise, en mars dernier. Il y a eu cette façon de faire un peu, d'ajouter des personnes sans que la COV, à l'époque CIP, n'était au courant. Mais on avait remis les choses un peu au point, qu'on travaille dans la transparence. Et donc, depuis, et la confiance surtout, donc depuis, toute personne qui doit prendre le vol, même à la dernière minute, l'Assemblée devait être au courant par l'administration qui nous avertissait par rapport à ce rajout. Mais la difficulté dans l'exercice à l'époque, parce qu'à chaque vol, c'était vraiment dimensionné par rapport à la capacité des hôtels de recevoir les gens. Donc une personne qui était rajoutée pour des motifs impérieux, ça veut dire qu'on enlevait à chaque fois quelqu'un qui était déjà prévu dans le vol.
Jean-Paul Mailani a été remplacé en fin d'année 2020. Une nouvelle majorité politique s'est installée. Nous avons rencontré son successeur à la COV, lequel reconnaît à demi-mot des passe-droits qu'il a condamnés. Le travail de la COV, c'est juste d'établir les listes des passagers rentrant sur le territoire. Par contre, pour tous ceux qui veulent partir, soi-disant en Nouvelle-Calédonie, ils sont libres de prendre l'avion et partir. Il n'y avait pas de contrôle. Ni la COV, ni le comice, ni la préfecture étaient censés savoir qui sort du territoire. On avait remarqué, par exemple, des médecins ou des infirmiers qui étaient là il y a une semaine et voilà, qui demandaient depuis la métropole à rentrer. Le directeur de l'agence de santé, celui qui venait de nous quitter, il demandait, suivant des motifs par rapport à la fonction qu'exercent les médecins ou les infirmiers, de nous demander, ou demander à la préfecture ou au comice, il faut que ces médecins-là fassent leur retour parce qu'on a besoin d'eux. Ils ne faisaient que prendre la place d'autres personnes. En off, le politicien remet en doute la sincérité des renseignements fournis par la cellule logistique de la COV. Notre source anonyme dénonce un manque de transparence aussi dans la transmission d'infos aux décisionnaires de la COV. Effectivement, il y a eu une affaire de faux tests. Cette information a cependant été scellée au sein de la préfecture et il n'y a pas eu de transparence entre les membres du comice. Est-ce que vous pensez que ces dysfonctionnements ont pu favoriser des erreurs et par la suite une brèche? Oui, bien sûr, le protocole mis en place avait des limites déjà fragiles. Malheureusement, ces dysfonctionnements et ce relâchement ont ouvert une brèche. Ouvrir une brèche dans les hôtels, pourquoi pas? L'erreur humaine peut vite arriver, surtout quand tout va vite. C'est en tout cas l'hypothèse la plus probable dans la fuite du virus dans le rapport officiel. Alors, qui des deux hôtels de confinement a failli? Il faut préciser que dans un sas hôtelier, plusieurs services se côtoient. Les gardes territoriaux, qui surveillent le bon confinement des passagers, les agents de la prévention, assurent la veille sanitaire, le personnel de l'hôtel, ou bien le gérant de cet hôtel, un des suspects dans la fuite du variant anglais, pointé par le rapport. Ce ne sont pas les hôteliers qui gèrent les vols en provenance de métropole. Est-ce que c'est nous qui avons autorisé ces personnes à quitter le territoire? Et le retour? Non. On a bien vu ces personnes quitter le territoire pour les fêtes de fin d'année. Et on a vu le résultat. Il fallait les ramener d'urgence. C'est comme je vous ai dit en début d'entretien. À peine sortis de confinement, le lendemain, 1er février, arrivait un vol de rapatriés. Attendez, ce serait bien aussi que l'expert revoie sa copie, qu'il vérifie les plans de vol. Peut-être que les vols étaient trop remplis et pas assez espacés. Il aurait fallu laisser une semaine ou deux entre les vols. L'hôtelier fait référence au vol du 1er février, espacé de 24 heures seulement après le déconfinement des précédents passagers. Est-ce que le personnel hôtelier a bien désinfecté les chambres? Visiblement oui, puisque l'auteur du rapport officiel indique qu'il n'y a aucune preuve de non-respect des règles de sécurité. Il n'y a aucune preuve directe qui montre un problème de sécurité au niveau de ces deux sas.
La seule chose qu'on puisse dire au final, c'est qu'un milieu hôtelier est plus ouvert qu'un milieu hospitalier, d'où la différence dans les conclusions du rapport, en mettant un petit distinguo entre ces deux hypothèses qui ne restent que des probabilités, parce qu'un milieu hôtelier est forcément plus ouvert qu'un milieu hospitalier où il y avait des règles de sécurité extrêmement drastiques et du personnel extrêmement bien formé aux règles de sécurité, de prise en charge des cas hospitalisés. Jusqu'à aujourd'hui, moi et ma famille n'avons jamais eu le coronavirus. C'est pourquoi je m'interroge. Comment aurais-je pu propager une maladie alors que je n'ai jamais été malade? Je pose la question à l'expert. Aussi, ce serait bien qu'il approfondisse ses recherches, ou simplement qu'il dise la vérité. Oh, et puis, à bien y regarder, peut-être qu'il n'a pas pu dire la vérité, puisque c'est l'agence de santé. Autrement dit, l'État qui l'a mandaté pour enquêter sur eux-mêmes. Finalement, il ne peut pas incriminer son mandateur. SAS hôtelier numéro 2, suspect numéro 2 dans la fuite du virus. Atelemo, le gérant, a été contaminé par le coronavirus en début de crise le 7 mars dernier. Les soupçons ont pesé sur lui, son épouse, son personnel, ainsi qu'une de ses filles inscrite au même collège que celui du principal, décédé du coronavirus. L'architecture de cet hôtel diffère en effet beaucoup du SAS numéro 1. À première vue, les chambres sont plutôt rapprochées et les entrées paraissent accessibles. L'idée d'une ou plusieurs failles possibles devient alors séduisante et plausible. Seulement, contrairement à la conclusion du rapport officiel, aucun cluster ou foyer épidémique ne s'est jamais formé ici. Atelemo nous a montré ses tests PCR. Le 7 mars, il apprend qu'il est en début de maladie. C'est lui qui a contaminé son épouse, hospitalisée pour autre chose en Calédonie, et positive, elle, 2 jours après lui. Ils sortent de l'hôpital le 24 mars. Atelemo aurait donc logiquement attrapé le virus entre le 27 février et le 3 mars, date auquel il s'est rendu à Wallis pour ses affaires. Par rapport au Covid, j'ai été positif et on a subi tout ça de la Nouvelle-Calédonie. Et je trouve dommage de lancer des rumeurs comme ça, sans preuve et sans... Moi, en tout cas, au niveau de mon côté, j'ai toutes les preuves du Medipol. J'ai mes tests, j'ai ma sérologie, j'ai tout ce qui est là et qui prouve que c'est impossible que je sois celui qui a sorti le virus sur le territoire. Le problème, c'est que quand c'est parti, ben c'est parti, tu ne peux plus revenir. Les gens continuent à colporter des mensonges. Ça a été jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Même des gens en Nouvelle-Calédonie m'ont accusé directement, juste parce qu'on a pris le même vol. Je veux dire, qui à ce moment-là savait qu'il y avait le virus? Vous pensez que vous avez été contaminé? D'après nos tests qu'on a passés en Nouvelle-Calédonie, j'ai posé les questions. J'ai posé beaucoup de questions parce que, de toute façon, je savais que c'était pas possible que je l'ai eu ici. Les Patelés ont quitté notre hôtel le 7 février. Vous auriez dû l'attraper vers ces jours-là? Ben, il n'y a que là, hein. Il n'y a que là, hein. Faisons le point un instant sur la chronologie des faits. Début d'année, 2 cas de Covid sont à l'hôpital. Le 18 janvier, arrive le traditionnel vol des nouveaux profs. 35 passagers. Personne n'est positif. Tous sortent le 31 janvier. Le lendemain, 1er février, le fameux vol de 53 passagers arrive. Une semaine plus tard, 4 Covid positifs sont dépistés, parmi lesquels le père lié et Félicé. Problème, il y a les 2 Covid longs de janvier. Pour le coup, ils sont 6 patients dans l'unité Covid. L'opinion s'inquiète. Résultat,
les prochains voyageurs feront leur quatorzaine à Nouméa par peur d'engorger davantage l'unité Covid. Le 22 février est une date importante, située comme le début des contaminations des 2 clusters de Wallis. Un agent du collège et un agent de l'hôpital propagent le même jour la maladie. Toujours le 22 février, Perlier sort de 2 semaines d'isolement à l'hôpital. Son confrère sortira en début de crise le 7 mars. La suite, tout le monde la connaît. Fin février, le principal voit 2 médecins plusieurs fois. Ce n'est qu'au bout de la 3e fois qu'il est dépisté positif au Covid. Des faits qui, curieusement, n'apparaissent pas dans l'enquête officielle. On note aussi dans ce rapport qu'il n'est pas fait mention des 4 consultations de ce premier patient symptomatique au cours du mois de février, des éléments qu'on a reçus de l'agence de santé. Certains élus parlent même de manque de sincérité. Votre réaction, docteur Ettard? Oui, je crois que les hôteliers ont raison en grande partie et je voudrais les rassurer. Soyons très clairs, il n'y a aucune preuve directe, aucun fait tangible qui met le doigt sur un SAS hôtelier ou un SAS hospitalier. Il n'y a aucune preuve directe, je réponds directement aux hôteliers. Tous les tests des hôteliers sont négatifs, ont été négatifs, également sur la garde territoriale, également sur du personnel de prévention de santé publique, également le personnel hospitalier pendant cette période-là. Durant toute son intervention, l'expert n'a cessé de marteler le manque de preuves d'une rupture des gestes de sécurité sanitaire dans les hôtels, mais aussi et surtout à l'hôpital. Et pourtant, dans les hôtels, les agents de l'hôpital désinfectent les chambres des Covid positifs et font régulièrement des visites. Marlène, je suis un des médecins de l'agence. C'est peut-être la première fois que je viens vous voir. Pourquoi une brèche en milieu hospitalier serait-elle moins probable que dans un SAS surveillé par des gardes et des soignants? Comment expliquer que l'hôpital ait été le plus gros foyer de contamination de l'archipel? Dans le rapport officiel, le cluster le plus important est celui de l'agence de santé, 63 cas contre 10 au collège de Waimoana. L'identification des 2 premiers clusters revêt un intérêt particulier pour situer l'émergence de l'infection. Il s'agit de celui du collège de Waimoana et celui de l'agence de santé. Ces 2 entités ont été touchées à la même date, avec 2 patientes déclarant une date de premier signe au 22 février. Ces 2 personnes n'étaient pas en relation directe. Nous avons repris très précisément toute l'histoire des premiers cas. Des premiers cas, non seulement leur date de confirmation par test PCR, mais surtout la date des premiers signes cliniques que ces personnes ont déclarés. Et on peut remonter ainsi à la date de la 2e quinzaine de février, 3e quinzaine de février, pour la date des premiers signes chez les premiers patients qui ont déclaré un Covid, une Covid. Ces 2 personnes ne se connaissent pas. Ce sont les 2 premières personnes des 2 premiers clusters du collège Waimoana et de l'ADS, sans lien entre elles. Wallis compte un peu plus de 8000 habitants. Dire qu'il n'a pas été possible de trouver un lien entre 2 personnes paraît peu crédible comme explication. Aux yeux des élus notamment, qui dénoncent d'autres incohérences. Il ne faut pas se leurrer, il y a quand même eu des incidents, des erreurs qu'il faut éviter à l'avenir, et d'ailleurs qui a coûté la vie à 7 personnes dont j'ai une pensée particulière aujourd'hui. Quels sont ces incidents dont vous parlez, Madame la Présidente? Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu le temps parce qu'on a été présenté en dernier, mais en général, nous savons tous qu'il y a quand même eu des incidents. Je préfère laisser la parole à d'autres qui vont conclure pour ça, mais je sais que ce n'était pas, je ne vais pas dire tout, mais ce n'était pas sincère. Nous aussi, nous nous sommes penchés sur le rapport. À la lecture des hypothèses d'introduction du variant anglais, nous nous sommes interrogés sur les 9 failles évoquées. Aucune n'explore la piste des faux négatifs, ni même l'hypothèse qu'un patient soit sorti encore contagieux. Alors nous avons cherché à connaître le protocole permettant aux cas positifs de sortir et depuis quand il est appliqué. En introduction,
Dans la méthodologie, il est fait mention de la Société française de microbiologie. Comprenez la référence nationale de lecture des tests PCR. Aidé du biologiste, un ou plusieurs médecins se basent sur ce référentiel pour interpréter les tests PCR. Une méthode qui s'est appliquée à mesure que les connaissances sur le virus progressent. En fin 2020, on ne tenait pas compte de ce paramètre. Par mesure de précaution, au fil du temps, on a pu affiner le seuil de contagiosité. Pourquoi l'hypothèse d'une erreur d'interprétation n'est pas discutée dans le rapport officiel ? L'interprétation du résultat par le biologiste, en lien avec le médecin clinicien, pour des CT charge virale élevée, intervient peu dans les faux négatifs, qui sont, je le rappelle, autour de 30%. Donc pour le rapport d'enquête, cette marge d'erreur est globale et ne concerne pas Wallis particulièrement, mais l'ensemble des Covid asymptomatiques. « 30% de faux négatifs, c'est beaucoup à l'échelle du territoire. Si l'on suit le raisonnement, il existerait donc une possibilité de laisser sortir des personnes infectées et contagieuses avec une PCR faussement négative. Jean-Marc Bourjala fait partie des rares sources de l'hôpital à avoir accepté de nous répondre. Enquêter à Wallis-et-Futuna, c'est comme enquêter dans un microcosme où évidemment tout le monde se connaît. Comprenez alors la difficulté de décrocher une interview face caméra. Mais tout de même, nous avons réussi à approcher beaucoup de sources de l'agence de santé, lesquelles ont bien voulu nous livrer des informations que nous avons utilisées pour retracer, recouper ou vérifier certains faits. Il faut noter tout de même un point commun entre ces sources. Il se dégage une certaine solidarité entre elles, une solidarité qu'ils brandissent au nom du droit de réserve. Ce droit de réserve a atteint son pic en début de crise, où très peu d'informations filtraient. Par la suite, un climat de méfiance s'est installé durablement dans l'archipel. 3 mois après le premier cas détecté à Wallis, une partie de la population demandait encore la vérité. Lors d'une marche contre les injonctions à se faire vacciner. La vérité sur l'introduction du variant anglais à Wallis, c'est l'objet d'une plainte déposée par Pierre Boivin, ancien professeur de philosophie. J'ai 75 ans, j'ai vécu beaucoup, je ne vivrai pas autant, c'est clair, et j'ai vu beaucoup d'enquêtes se faire et beaucoup d'enquêtes aboutir dans une impasse, notamment quand elles étaient conduites par l'administration. Vous comprenez que c'est une enquête de l'administration sur l'administration, c'est pas évident que ça aboutisse comme il faut, hein. Depuis une bonne année, nous étions indemnes de Covid. Grâce d'ailleurs aux mesures prises par l'administration, qui avait consisté tout simplement à fermer les frontières, mais à Wallis c'est facile, on ferme l'aéroport et c'est terminé. Hein. Donc les voyageurs étaient très contrôlés, ceux qui venaient de pays touchés par notamment la métropole passaient par un sas sanitaire, 14 jours de quarantaine, cette fameuse quatorzaine, donc il n'y avait pas de souci. Et puis soudainement, le 6 mars, voilà que 3 cas arrivent sur la table comme ça d'un seul coup, sans qu'on sache d'où qu'ils viennent, de pourquoi. Et moi, j'ai tout de suite pensé que les barrières de sécurité sanitaire que nous avons mises en place sur le territoire n'avaient pas été respectées. Qu'il y avait un manquement quelque part, qu'il y avait une faillite quelque part. D'ailleurs, avec tous les gens que j'ai discuté, au moment d'ailleurs quand je posé le plat, en discutant même avec les gendarmes, ils étaient tous d'accord avec moi, et tous avaient le même sentiment que quelque part ça avait foiré. Le ou les patients zéro ne seront jamais connus. L'agence de santé est considérée comme le plus infaillible des 3 dispositifs anti-Covid. Infaillible, alors que l'Assemblée nationale en 2020 reconnaît l'urgence d'aider
l'unique opérateur de soins de l'archipel, s'appuyant sur des données de l'IGAS qui révèlent des bâtiments vétustes, un bloc opératoire qui n'est pas aux normes ISO et une offre de soins limitée et incomplète. C'est une médecine qui est fonctionnalisée. C'est pas comme ici, hein. Ici, vous avez les hôpitaux, vous avez les médecins libéraux, vous avez les infirmiers, on est en médecine libérale ici. Hein. Puis, donc, on est en médecine hospitalière, mais enfin, on a affaire à des médecins. Les médecins par-dessus le marché, moi-même pour être passé à l'hôpital, j'ai vu des médecins, on voit toujours les mêmes. Ils vous suivent. On finit par devenir, si ce n'est amis, au moins, c'est des connaissances. Hein. On s'appelle par le prénom. On arrive. À Wallis, c'est pas possible. Les médecins changent toutes les 3 semaines. Et encore, même s'ils sont là pour 1 an ou 2 ans sur ce territoire, ils changent de secteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir confiance dans le médecin que l'on voit. Et ça, c'est une faille. Je crois que là-dessus, l'agence de santé devrait revoir le système. Rien que ça. Les soins, je ne discute pas. On ne peut pas tout avoir, c'est Wallis. Hein. On ne peut pas avoir un IRM, on ne peut pas avoir on a un scanner, c'est déjà bien. Hein. On ne peut pas avoir un IRM, on ne peut pas avoir un bloc opératoire chirurgie cardiaque, par exemple. On peut pas. C'est évident, hein. Ça ne se justifie pas. C'est pas possible. Mais au moins pourrait-on, dans le contact médical, améliorer les choses. Et si cela avait été aidé, peut-être que le principal serait encore vivant. Et si, en fin de compte, toutes les failles évoquées sont le résultat d'autre chose, des réactions en chaîne causées par une erreur humaine? Peut-être comme par exemple les événements qu'on a connus vers la fin de l'année, le changement de préfet, les événements concernant le renouvellement du bureau de l'Assemblée territoriale. Tout ça, peut-être, il y avait... on peut constater que peut-être il y avait du laisser-aller par rapport à tout ça. Et comme vous le savez, c'est quand même la fin de l'année. On arrivait justement à des fêtes, aux fêtes de fin d'année, Noël et Jour de l'An. Voilà, ce sont peut-être des facteurs peut-être qui ont influencé justement le relâchement. Voilà. Une faute partagée de succession d'erreurs humaines apparaît alors finalement comme une hypothèse très probable. Une chaîne de manquements qui se serait répercutée les uns derrière les autres, tel un effet domino, conduisant inévitablement à l'éclatement du bouclier anti-Covid de Wallis et Futuna.